Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. J'ai dépassé les 30 épisodes et ça commence à être laborieux de faire le podcast. Je viens et je me dis, oh là là, pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi je me suis engagé à 90 épisodes ? Et je fais du clown cette année, c'est la 4e année, avec des pauses pendant le Covid. Et cette année, je me suis engagé sur 6 mois. Les fois précédentes, c'était ponctuel, c'était 2 jours, 5 jours, mais j'ai jamais fait comme ça pendant 6 mois, une fois par mois, pendant un week-end entier. Et je commence à en avoir marre, j'ai envie d'arrêter. Déjà la dernière fois, c'était le 4e rendez-vous et j'avais vraiment, j'en étais à me demander pourquoi j'ai décidé de prendre cet engagement. Et j'y suis allé, évidemment, et j'enregistre ce podcast, évidemment, parce que c'est dans la pratique qu'on développe ce qu'on va chercher dans nos activités. Ce qu'on va chercher dans nos activités, c'est une forme de rencontre avec nous-mêmes, c'est une forme d'apprentissage, c'est une forme de développement d'une nouvelle compétence, c'est aussi une curiosité, une manière d'être dans la vie, d'empoigner la vie, de vivre, de se sentir bien, de se sentir actif, de se sentir proactif, qui est importante pour nous. Il n'y a pas besoin de plus de raisons que ça. Mais je crois qu'en particulier dans les disciplines artistiques, on a tellement mis l'accent sur le résultat, sur l'œuvre produite, qu'on en oublie la réalité de la pratique elle-même. Et souvent, moi je vois sur moi, puis je le rencontre aussi chez d'autres auteurs avec qui je discute, on passe pas mal de temps quand même à fantasmer sur ce qui vient après la pratique. Et je crois que pour beaucoup de personnes qui aspirent à des vies d'artistes, à être considérées comme artistes, à se considérer elles-mêmes comme artistes, il y a parfois cet écart entre l'idée de l'artiste comme quelqu'un qui a produit et l'idée de l'artiste comme quelqu'un qui produit. Il y a une grande différence, c'est-à-dire avoir produit, c'est qu'on est de l'autre côté de l'œuvre, on a quelque chose entre les mains, on peut montrer son livre, on peut en parler. Et souvent, c'est notre rapport avec les artistes en tant que spectateur et en tant que public, il est comme ça. C'est-à-dire, c'est un artiste qui vient nous montrer quelque chose qui est achevé. C'est assez rare de pouvoir être témoin du processus créatif. Et même quand on l'est que de manière externe. On peut pas voir de l'intérieur comment c'est le processus créatif. Et le processus créatif, c'est quelque chose de l'ordre de cette rencontre répétée avec une matière qui est parfois rétive, qui est pas forcément fluide et qui est pas là où on l'attend. Mais ça dit quelque chose de notre rapport à la réalité. Il y a un très bon livre d'ailleurs sur ce sujet-là qui s'appelle Contact de Matthew B. Crawford, qui avait écrit un truc qui s'appelait je connais pas le titre en français, je mettrai dans les références du podcast. Je disais j'ai hâte que le clown s'arrête. Parce que 6 mois de préparation de la représentation, on va avoir une représentation à la fin du cycle, c'est bien 6 mois de préparation. Et en même temps, c'est long. Et 6 mois de rendez-vous mensuels, c'est lourd. Et je me rends compte, moi je le propose aussi aux auteurs. Et c'est intéressant pour moi d'être de l'autre côté aussi, d'être du côté de celui qui va dans l'apprentissage, pour voir à quel point ça peut être exigeant pour l'individu, cet engagement-là. Et c'est génial, parce qu'en même temps, il se passe des choses formidables pendant des week-ends comme ça, intenses, de travail et dans la durée. Et en même temps, c'est hyper pesant. Moi, je veux continuer parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que je vais être comme j'ai envie d'être dans le monde, sans finalité autre que de vivre ce truc-là en fait. C'est-à-dire, le but, c'est pas forcément de devenir acteur, c'est pas forcément de devenir clown, c'est pas forcément de monter un spectacle, même s'il y a une part de moi qui fantasme cette partie-là aussi, qui aurait envie de le faire, mais pas de manière très impérieuse. C'est pas quelque chose de l'ordre de la vocation. C'est plus une curiosité, un truc de dire, bah tiens, si je pousse ce cheminement de l'apprentissage de la scène, une étape dans ce cheminement-là, c'est de monter un spectacle, probablement. Mais c'est pas la finalité. Et si je veux continuer, c'est parce que j'aime cette pratique. Juste même la pratique d'aller en atelier pendant 2 jours, apprendre des choses et faire des exercices et faire des impros, c'est quelque chose qui est formidable. Et la perspective d'avoir une représentation publique à la fin, elle est géniale, elle me porte aussi parce que j'aime ça, ce regard du public, j'adore ce regard du public, je m'en nourris énormément, j'adore ça et en même temps je fatigue, c'est long, j'ai envie de plus avoir ça, j'ai envie de retrouver des week-ends, j'ai envie de retrouver des moments où je peux ne rien faire. Là, le week-end dernier, j'avais rien pour la première fois depuis des mois, pas d'atelier auquel j'assistais, pas d'atelier que j'animais, rien du tout. Et ben j'ai pu faire du rangement, du tri chez moi. Il y a d'autres choses à raconter sur cette histoire de tri, je ferai peut-être demain, mais je voulais rester là-dessus, donc, parce que c'est dans cet investissement sur les 6 mois que je peux trouver ce que je veux vraiment dans la pratique, c'est-à-dire progresser. Pas juste un truc que j'ai fait là où j'ai fait tiens 2 jours de clown, puis la prochaine fois je ferai 2 jours de peinture, puis la fois d'après je ferai 2 jours de cymbales ou je ne sais quoi, qui est aussi un truc intéressant à un certain moment de la vie, cette curiosité pour des activités où on se dit bah tiens qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Non, là j'ai trouvé un truc qui vraiment me nourrit et je veux l'approfondir. Et je trouve intéressant cet aspect de la pratique. Ce matin je réfléchissais sur l'hyper-intellectualisation qu'on peut avoir parfois de nos pratiques
pratique et de dire, bah tiens, voilà où je voudrais aller, et puis voilà ce qu'il faudrait que je fasse, et voilà comment il faudrait que je le fasse, et il faudrait que j'écrive ça. Et en fait, qu'il y ait une compensation pour toute l'incertitude qui accompagne la pratique créative. C'est-à-dire quand on crée quelque chose, on n'est pas sûr d'arriver à le faire déjà, parce qu'on n'est pas sûr de comment la matière va réagir, mais aussi on n'est pas sûr de l'issue du projet. Même si le projet, on arrive à le faire, derrière, on sait très bien que la réalité de la rencontre d'un projet avec un public, elle est sinon aléatoire, au moins très incertaine. À cause de cette incertitude, on est beaucoup à surintellectualiser en amont comme une forme de protection, de se dire bah, je vais essayer de prendre les décisions les plus sûres possibles à l'intérieur de ce contexte-là qui est jamais certain, qui est le contexte de la créativité, mais qui est aussi le contexte de l'entrepreneuriat. Un auteur ou un artiste, c'est aussi un entrepreneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui porte une vision, qui l'a fait exister dans le monde et qui doit trouver un public pour cette vision. Mais le problème, c'est qu'en intellectualisant, d'accord, on se protège et on cherche à se donner une assurance plus grande, à choisir des projets qui ont plus de potentiel peut-être, mais c'est aussi un moyen de ne pas faire. Et c'est cette idée des poteries, je sais pas si j'ai déjà raconté cette allégorie dans le podcast, mais c'est cette allégorie du prof de poterie qui vient en début d'année devant sa classe et qui sépare la classe en deux et qui dira le groupe A et le groupe B. Le groupe A sera évalué à la fin du trimestre sur la qualité des poteries qu'il aura produites. Le groupe B sera évalué sur la quantité de poteries qu'il aura produites. Et bon, t'as toute une histoire sur la manière dont le groupe A cherche ce que c'est qu'une belle poterie et produit assez peu finalement, et le groupe B, lui, produit à mort sans se poser la question de savoir ce qui fait une belle poterie. Et à la fin, on prend des poteries des deux groupes, on les expose et on fait voter le public, et il se trouve que les poteries les plus remarquables, les plus belles, sont celles du groupe qui a le plus produit. Derrière cette allégorie, il y a l'idée que c'est dans la pratique qu'on développe sa compétence. Or, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on veut bien le résultat. Souvent, quand on se projette dans une réalité artistique, quand on s'imagine être artiste, auteur en l'occurrence, on s'imagine ayant produit, mais on s'imagine pas produisant. On veut bien le résultat, mais pas nécessairement l'effort qui permet d'y arriver. Pourtant, pour pouvoir progresser, pour pouvoir effectivement réaliser les œuvres qu'on a envie de produire, il faut parfois se forcer un petit peu. Dire ok, bah oui, j'ai pris l'engagement d'écrire un roman, et bah ça va pas se faire tout seul, et puis je vais pas avoir que des jours où ça va être facile, je vais pas avoir que des jours où je vais avoir envie. Donc je vais me donner un cadre qui va m'obliger à la pratique. Ce cadre, je peux me le donner à moi-même, comme je fais les 90 épisodes de podcast par exemple, ou le fait de bloquer mes matinées, de répondre à aucun mail, pas passer de coups de téléphone, tout couper pour pouvoir écrire. Ou ce cadre, on peut aller chercher à l'extérieur, par exemple, dans des domaines où on n'est pas compétent, on peut aller chercher un atelier, comme par exemple je le fais dans le clown, ou dans des domaines où on est déjà compétent, mais on a conscience d'avoir besoin d'un regard extérieur, comme dans l'écriture, on peut aller chercher un coach, on peut aller chercher un groupe d'auteurs qui va nous permettre d'avoir des retours sur notre pratique, qui va nous permettre de souligner des choses qu'on voit pas forcément, parce que quand on a le nez dans notre pratique, on voit pas les choses de la même façon. Ce cadre, on le trouve aussi dans les commandes, c'est-à-dire quand je travaille avec un éditeur et qu'il me demande un projet, ça me donne comme ça un espace bien délimité, avec une échéance, avec un cahier des charges, qui fait que ma pratique, elle peut se développer, et qu'elle peut se développer aussi dans une forme de tension entre ce qui vient naturellement et ce qui est demandé. Et ça, c'est intéressant. C'est dans la tension qu'on va construire quelque chose de nouveau, qu'on va progresser réellement. On progresse en étirant, en élargissant notre zone de confort, en élargissant ce qu'on est capable de faire. Et c'est dans l'engagement et c'est dans la difficulté de tenir l'engagement qu'on va trouver cet élargissement. Quand je m'engage à faire 6 week-ends de clown, je trouve la tension entre mon état émotionnel, mon état d'énergie, ma fatigue, tout ça, et la nécessité d'être présent et la nécessité de faire les choses, d'investir les exercices, de les faire bien, de les faire avec attention, avec détermination, avec intention. Et c'est là-dedans qu'en fait, je vais trouver du sens à ma pratique. Pour les auteurs qui viennent dans mes accompagnements, dans mon mastermind, c'est aussi ce cadre-là qu'ils viennent trouver. C'est un cadre où ils peuvent exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs objectifs et se confronter aux difficultés que la pratique leur oppose. Et ce qui, moi, me fascine, c'est à quel point l'apprentissage se fait dans le concret, dans la rencontre avec la réalité. Quand on a trouvé ce cadre, quand on est dans cet engagement et quand on se lance, c'est comme quand on est en haut de la piste et que maintenant il faut redescendre. On peut ne pas avoir envie, on peut avoir peur, on peut avoir le vertige, on peut avoir tout ce qu'on veut. On n'a pas le choix. On est sur la neige et on glisse et on rencontre la réalité de la neige avec sa texture. Certains endroits, elle va être glacée, certains endroits, elle va être poudreuse. Il va y avoir des bosses, pas de bosses. On va rencontrer la pente, on va rencontrer les irrégularités du terrain. Tout ça, ça dialogue avec mon corps. Là, mes muscles apprennent à s'adapter pour maintenir mon équilibre, pour m'aider à maîtriser ma vitesse, pour m'aider à maîtriser simplement les obstacles du chemin. En écriture, c'est pareil, mais c'est sur la page que ça se passe. C'est dans le dialogue entre le texte et ma créativité, entre mon intention et mon intuition que ça prend forme. Pas seulement l'histoire. Oui, l'histoire prend forme. Quand j'écris, je pose des mots et ça prend des directions et du coup, les personnages font des choses et il y a une histoire qui se dessine. Mais c'est aussi ma compétence qui se construit. Quand je pars d'une vision de personnage, de situation, d'un univers et que sur la page, il se passe quelque chose qui n'était pas exactement ce que j'avais en tête, cette tension-là entre ce que je voulais et ce qui arrive, c'est là où ça se construit. Donc d'accord, pour réfléchir, mais d'abord, il faut écrire. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on investit du temps, on investit de l'énergie, on investit des espoirs dans nos projets d'écriture et que derrière, on se rend compte qu'on va publier, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que tout le monde s'en moque, personne
personne attend nos projets, surtout au début. Et donc derrière, il y a encore une autre couche qui va se rajouter, qui a toute une problématique promotionnelle qui s'invite dans la conversation. À partir du moment où on a envie d'être lu, pas simplement d'être dans la pratique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit quelque chose, qu'on a rencontré la matière, qu'on s'est adapté à la matière, qu'on a développé de la compétence, qu'on a sorti un bouquin, derrière, il y a un autre fantasme qui est celui d'avoir des lecteurs qui aiment, qui nous font des retours. Et on se rend compte que ça se fait pas tout seul non plus. Et qu'il y a un autre effort à fournir, une autre difficulté. Il faut apprendre un nouveau truc. Et là, c'est pareil. Il faut plonger dans le grand bain, prendre des risques, il faut publier sur un blog, puis se rendre compte que ça suffit pas, proposer des partenariats à d'autres blogueurs, se proposer comme invité sur des podcasts, acheter de la pub, tenter des choses. Et certains trucs vont fonctionner, d'autres pas. Et comme pour tout ce qu'on sait pas faire, on doit commencer par apprendre, se renseigner sur comment les autres ont fait, ce qu'ils ont appris, qu'on doit savoir, quelles sont les étapes non intuitives à connaître. Comme quand on va à l'école, qu'on nous dit, bah voilà, la grammaire, t'es pas né avec, t'en as une idée intuitivement parce que tu l'as entendu, mais le fait de savoir comment ça se construit derrière, ça te donne plus de pouvoir sur ton langage. C'est la même chose avec tous les apprentissages, c'est la même chose avec la dramaturgie, c'est la même chose avec la narration, c'est la même chose avec le marketing et avec tous les projets éditoriaux. On découvre des concepts nouveaux, c'est frustrant, c'est long, on s'engage, on dit ok, bah j'ai publié mon livre, maintenant je vais prendre 3 mois pour le promouvoir par exemple. Puis au bout d'un mois, on en a marre parce que ça prend pas, ou ça prend mais pas assez, ou pas comme on veut, et puis c'est pas ce qu'on veut vraiment faire. Il y a un tas de petites voix qui s'expriment, on a envie que ça s'arrête, on a envie d'être déjà de l'autre côté, on aimerait avoir le résultat. Mais c'est là, c'est dans cet effort et dans la nécessité de pousser outre sa résistance, dans la persévérance, le respect de l'engagement. On a pris vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres, parfois vis-à-vis de son livre, on s'est engagé vis-à-vis de son livre, on lui a donné du temps, on veut qu'il laisse ses chances. C'est dans cette persévérance-là que ça se passe, cette petite magie qui fait qu'à un moment donné, on intègre des éléments et on passe dans une autre dimension de la réalité dans laquelle ce qui nous paraissait jusque-là obscur et incompréhensible, voire beaucoup trop complexe, maintenant ça nous paraît évident, naturel, au point qu'on a du mal à se souvenir qu'un jour on savait pas faire. Et pour moi, c'est vraiment dans l'engagement que ça se passe, dans la décision de faire un truc pendant une durée prédéterminée. Parce que si on ne donne pas de durée prédéterminée, alors il n'y a pas de fin. Et c'est là où on se décourage, on se dit, bah tiens, je vais faire un podcast pour le reste de ma vie. Bah non, pas pour le reste de ma vie. Je vais le faire pendant 90 épisodes. 90 épisodes, c'est clair, c'est simple, c'est très bien, il y a une fin. Ce qui fait que dans les moments de découragement, on peut se dire, ok, c'est bon, j'en ai déjà fait un tiers, j'en ai déjà fait la moitié, je continue. Si c'est infini, évidemment, on va se décourager. Donc le fait de se donner un engagement avec une durée prédéterminée, avec un objectif clair, ça donne beaucoup de liberté et ça motive quand c'est difficile. Ça permet de garder le cap. Et c'est dans cet engagement-là, dans la décision de le respecter, une décision qui se répète tous les jours. Tous les jours, on se dit, bon, ok, je respecte mon engagement. Oui, je l'ai pris, je le respecte. Parce que tous les jours, on est tenté d'arrêter, de dire, ah, c'est pas grave, en fait, ça n'a pas vraiment de conséquences si j'arrête. On peut rationaliser le fait d'arrêter. Mais dans le fait de continuer, là se produit quelque chose. Parce qu'on développe non seulement notre volonté, mais aussi notre confiance dans notre capacité à aller au bout de ce qui est important pour nous. Et grâce à cette confiance, on développe aussi notre confiance dans notre capacité à acquérir de nouvelles compétences, à grandir, à progresser, à apprendre des choses sur nous-mêmes, à apprendre des choses sur nos projets. Et surtout, on se donne les moyens de vivre comme on a envie de vivre. Voilà un petit peu mes réflexions de la journée. Je pensais que ce moment arriverait un peu plus tard, plus vers la moitié, vers les 45 épisodes. Je suis sûr qu'à 45, ce sera pareil. Il y aura à nouveau quelque chose de l'ordre de la difficulté à pas se répéter. Déjà, je commence à voir que je reviens sur les mêmes thématiques, ce qui est normal. La difficulté va être maintenant de trouver des angles différents pour ces thématiques-là. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Le prochain stage d'écriture de nouvelles aura lieu le premier week-end de mars et les candidatures pour le mastermind sont toujours ouvertes. Si vous êtes intéressé, ça se passe sur anaelverdier.com/mastermind et je vous dis à demain.